Bonjour et bonjour. Un week-end passé pour le moins chargé comme un parc d'assistance à la veille d'une grosse épreuve, du rallye, du grip, de la vitesse et quelques certitudes qui ont pris un léger coup dans les fondations. En championnat de France des rallyes, le rallye Lyon-Charbonnières a livré, oui on l'appelle le Rhône-Charbot, je sais, a livré un scénario limpide sur le papier, mais beaucoup moins dans les faits. Un duel, un vrai, une gestion qui ne suffit plus toujours et une victoire qui pourrait bien changer la lecture du championnat qui va continuer. Sur deux roues, ça continue de bouger, entre un supercross toujours aussi tendu et un championnat de France de supermotard prêt à s'ouvrir, les lignes commencent à se dessiner sans encore se figer. Et pendant ce temps-là, à La Réunion, les regards commencent déjà à se tourner vers les prochains rendez-vous. Des pilotes qui montent, des catégories qui s'animent et une saison qui promet de ne pas attendre bien longtemps avant d'accélérer. Bref, un week-end où il faut être précis, rapide et surtout ne rien laisser traîner. Nos invités sont Bernard Piala, Raphaël Payette ou encore Hugo Chauvineau. Bienvenue dans Motors. Motors, les résultats. Week-end chargé comme un camion d'assistance, une veille de rallye. Et du rallye, de l'endurance, du motocross, du supercross et de l'IndyCar. Pour un tour du monde express des résultats. Motors. On démarre avec le championnat de France des rallyes au Charbot. Première victoire scratch pour Raphaël Astier avec 8 en scratch au volant de la Porsche. Johan Bonato termine à seulement 8 secondes avec 5 meilleurs chronos à bord de la Lancia. Hugo Margaillan complète le podium à 40 secondes avec la Hyundai. Au championnat, Bonato reste leader avec 41 points. Astier revient à 3 unités, Margaillan à 7. On y revient plus en détail un peu plus tard dans cette édition de Motors. Prochain rendez-vous en CFR, le rallye d'Antibes du 14 au 17 mai sur un terrain nettement plus lent et sinueux. Motors. En ERC, championnat d'Europe des rallyes, kick-off en Espagne à Cordoba. Vous avez également le droit de dire Cordoue. Victoire du local, José Antonio Suarez, ou devrais-je dire José Antonio Suarez, sur Skoda devant Ares et Basso après un duel serré. Domination nette de Skoda avec 11 meilleurs temps sur 13 possibles. À noter la 12e place encourageante du français Tristan Charpentier pour sa première en Rallye 2 et la victoire en ERC pour un autre français, Lucas Zielinski sur Clio Rallye 3. Rien à voir avec Piano Beat, qu'on appelle également le poudré, vous vous en doutez. Prochain rendez-vous en ERC à l'occasion du Rallye Royal de Scandinavie du 22 au 24 mai. Motors. En WEC, championnat du monde d'endurance auto à Monza, Toyota revient aux affaires après de trop nombreuses courses de contre-performance. À l'occasion de l'ouverture de saison sur une piste à l'ancienne, étroite et aux possibilités de dépassement réduites, la 8 s'impose grâce à une stratégie parfaite. La Ferrari 51 termine deuxième chez les Tifosi à 13 secondes après avoir longtemps mené. Devant, la Toyota 7 devance l'Alpine et la BMW qui complètent le top 5. Prochain rendez-vous en WEC, les 6 heures de Spa-Francorchamps début mai. Motors. Endurance toujours, mais en moto cette fois, à l'occasion du kick-off de la série EWC aux 24 heures du Mans. Victoire solide de la Yamaha numéro 1 du Yart, sans erreur, malgré un départ pour le moins compliqué. La BMW 37, pourtant la plus rapide, enchaîne chute, pénalité et soucis mécaniques dans le dernier tiers. Suzuki, certes, termine deuxième, devant Kawasaki, troisième, qui complète donc le podium. Prochain rendez-vous en EWC, à l'occasion des 8 heures de Spa, ce sera début juin. Motors. On reste en moto, mais en superbike cette fois-ci, avec le rendez-vous d'Assen aux Pays-Bas. Nicolo Boulega signe un nouveau hat-trick. 3 victoires, 13 succès consécutifs. Il égale ainsi le record de Topak Razgat-Lioglu et s'envole au championnat. Les Kiona enchaînent les deuxièmes places alors que Sam Loves complète le podium. Prochain rendez-vous, Balaton en Hongrie du 1er au 3 mai prochain. Motors. Moto toujours, mais sur la terre, cette fois-ci en MXGP à Trentino. Week-end à deux visages. Un samedi dominé par les deux frères Konen. Dimanche, des frères Erlings remportent le Grand Prix devant Tim Geiser et Tom Vial. Lucas Konen limite les dégâts et reste néanmoins leader au championnat avec 4 points d'avance.
En MX2, carton plein pour Sacha Konen avec un triplé Cali Race plus course du dimanche, la première de sa carrière et victoire au général. Il revient à 3 points du leader Langenfelder. À noter le podium du français Mathis Valin. Prochain rendez-vous MXGP après une longue pause qui s'annonce, la Capelle Marival en France les 23 et 24 mai prochains. Motors. On reste en moto et sur la terre avec le Supercross US qui avait rendez-vous à Cleveland sous un format Triple Crown et tournant au championnat. Eli Tomac chute en qualification et ne prend même pas le départ des courses. Kane Rogzen s'impose avec une régularité parfaite et revient à un seul point de Hunter Lawrence au championnat, seulement 6e à Cleveland. Le titre semble désormais se jouer à 2, même si Cooper Webb, mathématiquement, peut encore jouer le coup. En 250 Est, Nat Treasure s'impose, Cole Davis se rapproche du titre avec désormais 21 points d'avance. Prochain rendez-vous Philadelphie, ce sera le week-end prochain et première balle de match pour Davis en SX 250 Est. Motors. On reste en tout-terrain moto à La Réunion, au tampon, 3e manche du championnat de motocross sur un tracé utilisé pour la première fois cette saison et dans un sens inversé par rapport aux habitudes des dernières saisons. Un détail en apparence mais qui a complètement rebattu les cartes pour les pilotes. Dans la catégorie Rennes, pas de Quentin Prunière présent en spectateur comme annoncé dans Motors. Et sur la piste, une journée tronquée, seulement 2 manches disputées en catégorie Rennes en raison de l'absence de la 2e ambulance en fin de journée. Sécurité oblige, pas de 3e course donc. Dans ces conditions, c'est Pascal Dorseuil qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une P2 puis une victoire. Une journée propre, efficace, qui lui permet de récupérer la plaque rouge au championnat. Derrière, Dylan Techer, local de l'étape, avait parfaitement lancé sa journée avec une victoire en première manche avant une chute dans la 2e. Il revient ensuite terminer 3e dans la seconde course et prend la 2e place du meeting. Timo, le grand O'Haro, lui, passe complètement à côté de la première manche avec une P7 avant de réagir avec une solide 2e place dans la suivante. Résultat, un podium sauvé presque inespéré. Alexis O'Haro, en revanche, n'a jamais trouvé le bon tempo. 2 fois 4e, il reste au pied du podium, en retrait par rapport à ses standards habituels. Et puis mention spéciale pour Enzo Fouliaron, très rapide aux essais avec le meilleur chrono, 3e de la première manche mais plus en difficulté ensuite, avec une 5e place, il termine 5e du meeting. Au championnat, Dorseuil prend donc la tête avec 169 points, devant Alexis O'Haro à 13 unités, Quentin Prunière reste 3e malgré son absence. Fouliaron est à 35 points, suivi par Timo O'Haro et Dylan Techer qui réintègrent le top 6. Dans les autres catégories, plusieurs performances solides avec notamment les doublés de Mussard en 85 Espoir et Gérard en 85 Miniver, Tiranan en 125 et Dijoux en MX2. En quad, Aldéric Payet s'impose face à Guillaume Mascar. Prochain rendez-vous à La Réunion en MX sur le circuit de la Ravine à Malheur le 3 mai prochain. Motors. On revient sur 4 roues en IndyCar à Long Beach. Alex Palou s'impose grâce à un arrêt parfait et une relance décisive aux 2 tiers de la course. Son équipe aura été déterminante sur ce circuit urbain occasionnel où les dépassements sont relativement complexes. Rosenqvist, pourtant dominateur, termine donc 2e devant Scott Dixon. Au championnat, Palou prend la tête de la série avec 205 points devant Kyle Kirkwood à 17 unités. David Maculas complète le podium provisoire devant Patou Howard et Christian Lundgaard. Prochain rendez-vous, Indianapolis pour le mois magique, ce sera début mai. Motors. Enfin, à Maurice, ouverture du championnat des rallyes, abandon du double champion en titre. Après une sortie de route sans gravité, Thierry Duvivier dominait avant un souci de frein, ou plus exactement, un soupçon d'optimisme supplémentaire dans son pilotage dans la spéciale numéro 4. Au final, Ramdarshan s'impose pour 7/10 devant Lashkar, il faut le dire, pénalisé de 15 secondes. Koning complète le podium. Belle remontée à noter de Cheyenne Ramdoni qu'on connaît bien à La Réunion. 4e avec 2 temps scratch le dimanche dans la 10 et la 12. Prochain rendez-vous à Maurice les 6 et 7 juin prochains. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra.
ODR D2SK Radio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, rallye. La deuxième manche du championnat de France des rallyes nous emmenait sur un classique du calendrier, le rallye Lyon-Charbonnières-Rhône. Un rendez-vous historique disputé cette année dans des conditions parfaitement idéales. Pas une goutte de pluie, du gris partout et un rythme qui a très vite basculé dans l'excès. Parce que sans pluie, le charbon ne devient pas plus simple, il devient plus rapide. Beaucoup plus rapide. 114,4 km/h de moyenne pour le vainqueur, après les 118,8 du classique Touquet. Aucune spéciale sous les 100 km/h. Un pic à 120 km/h de moyenne dans le S10, signé évidemment Raphaël Astier. La spéciale la plus courte étant pointée, la plus lente étant pointée à 106 km/h de moyenne quand même. On n'est plus dans la gestion, on est dans l'engagement pur. Dans ce contexte, la course s'est résumée à un duel très clair, Raphaël Astier contre Johan Bonato. Astier frappe d'entrée avec le scratch dans le S1, puis laisse la main à Bonato qui déroule son classique propre, précis, sans jamais forcer, en tout cas en apparence. Leader de l'ES2 à l'ES10, le multiple champion en tout cas semble contrôler. Le tempo est là, la marge semble suffisante, quoique cette fois, derrière, ça ne décroche pas. Astier reste en embuscade et s'adapte. Et surtout, monte en puissance. Retour au contact dès le S10, puis bascule totale sur les deux dernières. Il n'y a qu'à regarder l'amélioration des chronos entre la boucle matinale et la boucle de l'après-midi pour juger de la différence d'approche stratégique des deux pilotes de tête. Là où Bonato sécurise, Astier attaque et il le fait sans la moindre erreur en améliorant à chaque passage de façon conséquente. ES11, ES12 et la victoire au bout. Sa première en CFR. Le duel aura été d'une précision rare. Un chrono identique au 10e près dans l'ES9 sur plus de 21 km. Au total, 9 scratchs pour Astier, 5 pour Bonato, dont le S9 à chrono égal, je vous le disais. Il y a une sensation constante, celle de deux pilotes au même niveau, mais avec une dynamique différente en fin de course. Derrière, Hugo Margaillan réalise une course solide, toujours au contact, jamais vraiment décroché, mais sans jamais pouvoir s'inviter dans le duel. À 2 dixièmes au kilomètre du vainqueur, finalement il reste en observateur. C'est propre, c'est rapide, mais il manque encore ce petit cran supplémentaire pour jouer la gagne. Est-ce un cran de pilotage ou un cran mécanique du fait de la différence des montures? L'avenir le dira. Même lecture pour Réan Gagny, quoique 4e à l'arrivée après son abandon au Touquet, il remet la machine en route proprement. Mais les écarts sont parlants. 5 dixièmes au kilomètre sur Bonato très régulièrement, à chaque fois même pour tout vous dire. 3 dixièmes au kill sur Margaillan à voiture et pneus équivalents. Sur une base de 200 km de course, le calcul est simple, le podium se perd bien avant l'arrivée. Ça termine même à plus d'1 minute du podium. Toutefois, Réan est clairement le meilleur des autres, mais encore trop loin du trio de tête à la régulière. À l'arrivée, les chiffres confirment les sensations. 8 secondes entre Astier et Bonato, soit à peine 254 mètres après 200 km de course. Une poussière, un rien. Margaillan complète le podium à plus de 40 secondes. Gagny suit à plus d'1 minute 40, mais avec une marge nette sur le reste du peloton, emmené par Lucas Darmezin, pointé à plus de 50 secondes. A noter enfin la portée symbolique de cette victoire. C'est la première pour Astier en CFR et la première pour une GT+, depuis le succès de Nicolas Siamin en 2021, c'était à l'Antibes. Une victoire construite au rythme, à l'engagement et au bon moment. Au championnat, Johan Bonato conserve la tête avec 41 points, mais Raphaël Astier revient à seulement 3 unités. Derrière, Hugo Margaillan s'installe en embuscade. La hiérarchie est posée, mais elle est déjà sous pression. Et puis, un petit arrêt sur image toutefois, et ô combien nécessaire, le copilote d'Astier mérite une mention à part, Denis Giraudet.
Un septuagénaire qui continue d'empiler les victoires comme d'autres collectionne les spéciales. Pour situer le bonhomme, en dehors de son expérience au plus haut niveau, il était déjà là lors du premier succès de Bonato au Rallye des Cévennes 2015 sur la Peugeot 208 T16. Depuis, il distribue les premières victoires comme un passeur d'armes. Respect absolu pour Monsieur Giraudet. Motors, l'invité. On accueille aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît bien dans Motors depuis des temps anciens, il faut le reconnaître. Bernard Piala, patron de PH Sport. On s'est croisé pas mal de fois sur les épreuves en WRC, comme en championnat de France, mais également ici à La Réunion au début des années 2000. Bonjour Bernard et merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Plaisir. On revient sur un petit moment d'histoire quand même. PH Sport, ça démarre quand et comment ? Alors PH Sport, ça démarre en 1990 avec David Henry, le H de PH, que l'on s'est rencontré à l'armée et on a décidé de faire des rallyes ensemble, mais en fait on n'a jamais vraiment couru et on a plutôt préparé des voitures finalement. Donc vraiment une structure d'exploitation pleine et entière. Hein. Complètement, on construit, on réalise et on va sur les courses avec les voitures. Hein. Tu te fais une place comment à ce moment-là ? Parce que le plateau championnat de France dans ces années-là était quand même particulièrement riche. Hein. Alors on a mis quelques années quand même à arriver en championnat de France parce qu'on a commencé par les rallyes régionaux, toutes ces choses-là avec des GT Turbo. On a ensuite été un peu vers les formules de promotion avec les Clio Williams, GT et ZX Groupa. Et on a vraiment commencé à rester dans le championnat de France à l'époque des Saxo Kit Car en 90. Notamment Daniel Forest, Sébastien Loeb à cette époque-là. Alors justement, Sébastien Loeb qui fait partie des cadres, des patronymes historiques de PH Sport, une des années charnières, n'en pas douter, et la saison 2001 en championnat du monde Super 1600, la Saxo avec Club justement, comment ça se met en place le partenariat avec Citroën ? On a commencé de travailler avec Citroën et Sébastien Loeb quand on a fait l'équipe de France en 99 où on faisait rouler Sébastien Loeb et Fabien Véricel sur 3 manches du championnat du monde. C'était un peu le premier contrat qu'on a eu avec Citroën Racing. Ensuite en 2000, Citroën a épaulé Sébastien Loeb en championnat de France. Et en 2001, ils nous ont confié le programme JWRC où on a fait 5 courses du championnat du monde et on a gagné les 5 et on a été titré champion du monde avec Seb, effectivement. Ouais, c'était du multi-surface d'ailleurs, en championnat Super 1600, c'est pas seulement de l'asphalte, c'est également de la terre. C'est un truc que tu avais déjà déployé ou tu l'as découvert au plus haut niveau directement ? Alors non, là on a vraiment en 99 avec Jean-François Béranger, Saxo Kit Car justement. Ensuite on a fait tout le championnat de France Terre 2000 avec Seb et où on a commencé d'acquérir un petit peu d'expérience sur cette surface qui est quand même particulière. Et ensuite on est parti directement en mondial. Est-ce que ça marche plus. Alors, tu as fait rouler Jeff Béringuet, le maître étalon de Sébastien Loeb au début des années 2000. Est-ce que tu vois tout de suite que Sébastien Loeb a un truc en plus, qu'il est réellement au-dessus du lot ? Alors oui, effectivement, on s'aperçoit très vite qu'il est plutôt très bon. Alors, effectivement, à cette époque-là, on n'avait aucune idée de jusqu'où ça pouvait aller, mais on voyait tout de suite qu'il se battait avec les références de l'époque. C'était très sûr par rapport à son inexpérience du rallye, puisque avant de Kit Car, il fait 1600 de la coupe, qui était grosso modo des gros peines en fait. Je le disais, Sébastien Loeb, il grandit en même temps que vous finalement, et tu le vois au fur et à mesure se bonifier au fil des courses. Sébastien Loeb, c'est pas seulement un surdoué, c'est surtout une progression que vous accompagnez. Alors Sébastien Loeb, en fait, oui, effectivement, on a grandi ensemble. On a commencé d'aller dans les épreuves du championnat de France et du championnat du monde avec lui, sauf qu'il a grandi beaucoup plus vite que nous, puisque lui, dès 2002, il a été dans une voiture d'usine, et nous, on a eu des programmes d'usine avec des WRC seulement à partir de 2007. Mais oui, la progression s'est faite globalement ensemble pendant une bonne partie de chemin, oui. Aujourd'hui, avec ton recul professionnel, c'est quoi un pilote performant ? Wow, ça c'est super difficile à dire parce que les temps ont changé entre l'époque de Sébastien Loeb et ce qui se passe aujourd'hui. En 2001, quand il est arrivé en championnat du monde junior, tous ses adversaires arrivés des différents championnats nationaux étaient tous très doués, mais
aucun n'avait d'expérience du championnat du monde à cette époque-là. Donc en fait, le talent brut faisait un petit peu plus la différence. Aujourd'hui, on mettrait un Sébastien Loeb dans le championnat du monde WRC2 en arrivant dans le championnat national. Ce serait forcément beaucoup plus difficile pour lui, parce que tous ses adversaires ont déjà une grosse expérience du championnat du monde. Aujourd'hui, aller battre un Johan Rossel, aller battre un Griazin, un Greensmith, en arrivant dans le championnat national, ça reste complexe lié à l'expérience des autres. Ils y viennent plus jeunes, hein. Très clairement, en quelques manches, on l'a vu notamment avec le Français Adrien Fourmeau, qui démarre un petit peu en championnat de France, puis très rapidement, ça bascule en mondial, comme John Armstrong, l'Irlandais d'ailleurs, chez Ford. Hein. Oui, les manières de faire évoluer les pilotes ont changé. Avant, on passait par différentes étapes pour monter au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'expérience étant tellement importante sur les épreuves et les spéciales ne changeant pas souvent, que effectivement, les pilotes partent plus tôt en mondial pour acquérir cette fameuse expérience qui leur permettra d'être compétitifs le plus rapidement possible. Je disais tout à l'heure en préambule, la Réunion, tu connais bien, tu as fait évoluer nombre de Citroën, Saxo 1600 notamment, chez nous. Ces routes-là que tu connais quand même, tu en as mémoire, elles ont quoi de spécial ? La grande spécificité des routes réunionnaises, c'est des routes quand même relativement étroites. L'erreur est très facile à faire et c'est surtout la sanction immédiate. Donc ça demande des réglages un petit peu particuliers et surtout des pilotes qui ont et à la fois une très bonne connaissance du terrain et un excellent car control pour ne pas dévier de la route. Un pilote de la métropole qui vient à la Réunion aura beaucoup de mal à s'imposer parce que le niveau est très élevé à la Réunion. Donc tu viens de le dire, on pilote différemment ici. L'effet pervers, c'est que sur des terrains rapides, on n'a pas vraiment de référence sur nos terrains de jeu réunionnais. Tu l'as vu hein, au Rhône-Alpes qui s'est passé le week-end passé, le Rhône Charbonnière, vitesse moyenne du vainqueur, 114 km/h. C'est colossal. Hein. Ah oui, c'est effectivement la grande spécificité des routes. Les routes de métropole qui vont le plus se rapprocher des routes réunionnaises, finalement, vont être les routes des Cévennes, qui sont quand même relativement, on va dire, lentes, mais c'est très atypique chez nous ce type de route, alors que chez vous c'est monnaie courante. Côté réglage, dans tes souvenirs, quand tu venais à La Réunion ou que tu déployais tes équipes à La Réunion, est-ce qu'il y avait beaucoup de réglages différents à adapter pour nos spécificités ? Alors beaucoup non, mais certains points de détail sont différents et permettent effectivement de régler les voitures un peu plus et à la fois la convenance du pilote et surtout à la différence de terrain, notamment avec les radiers qui imposent quand même certains compromis. Alors justement, c'est la question bateau et basique. Hein. Est-ce que le pilote doit s'adapter à la voiture ou la voiture doit s'adapter au pilote ? Les deux, malheureusement, il faut que chacun fasse une part du chemin pour arriver à quelque chose qui permette d'exploiter au mieux. Si on fait une voiture typiquement au goût du pilote, elle sera forcément compétitive par moment, mais mauvaise par d'autres, et vice versa. Donc en fait, il faut travailler un peu sur les deux points. Le principe du rallye est là, et globalement des sports mécaniques. Pour gagner, il faut avoir le meilleur compromis. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas en rallye, elle existe en circuit. Elle n'existe pas vraiment, mais on peut s'en rapprocher en circuit. En rallye, c'est beaucoup plus difficile parce que la diversité d'une spéciale de 20 km, on ne va pas retrouver les mêmes virages, on ne va pas retrouver les mêmes bosses, on ne va pas retrouver les mêmes grippes. Donc on est obligé de faire des compromis pour être le moins mal partout. On ne sera jamais bien partout, mais le moins mal partout. Le championnat de France des rallyes, le CFR aujourd'hui, ça représente quoi pour PH Sport ? Tu as 2 équipes qui sont engagées sur ce championnat. Oui, cette année on a engagé 2 teams parce qu'on a beaucoup de clients, notamment avec les formules de promotion Clio et 208. Donc ça nous permet de faire une grosse occupation en France sur l'asphalte. On est aussi bien occupé sur la terre. On fait en parallèle le championnat suisse et le championnat de Belgique. Et on fait également le WRC2 avec les Lancia. Donc ça nous fait beaucoup de choses à faire tous les week-ends. On va y venir. Le niveau du championnat de France des rallyes, tu le situes où sur l'échiquier mondial ? Le niveau, alors, très élevé. On en a encore la preuve avec notamment Léo Rossel qui a gagné le championnat de France 2024, qui a fait des scratchs en 2025 en WRC2 sur certaines manches asphalte et qui aujourd'hui est en tête du championnat du monde WRC2. Donc ça dénote d'un très haut niveau du championnat de France asphalte. Et quand on voit notamment un Réan Gani ou un Anzim Bangui qui viennent rouler dans le cadre du championnat de France ou dans les rallyes nationaux et où ils se situent, montre aussi que les pilotes de la Réunion sont aussi d'un excellent niveau.
Sur le championnat de France, tu es aujourd'hui plus dans la performance pure ou alors tu bosses quand même dans le cadre du développement pour certains collègues ou certains constructeurs? Alors non, nous on ne fait jamais de développement, tout est géré par Stellantis Motorsport, alors, en l'occurrence avec la Lancia ou la Citroën. Nous on ne fait que peaufiner les solutions qu'ils ont trouvées. Mais en aucun cas on fait du développement, on n'invente rien de nouveau, on fait que améliorer. Ton rôle aujourd'hui par rapport au début, je suppose qu'il a beaucoup évolué. Alors oui, parce qu'au début, en 1990, j'étais à la fois mécanicien, logisticien, truquis, je faisais tout à la fois. Aujourd'hui, je m'occupe plus de superviser les programmes et de m'assurer que tout fonctionne comme ça devrait, en tout cas dans le meilleur des cas possibles. On passe, tu l'as évoqué tout à l'heure, comment s'est construit ce programme d'exploitation d'Ypsilon qu'on a vu à l'œuvre la dernière fois en Croatie avec une jolie calandre estampillée PH Sport et un certain Johan Rossel au volant. Alors ça s'est passé, donc Lancia fait partie du groupe Stellantis Motorsport, ex-Citroën Racing avec qui on travaille depuis 1999. Donc on faisait déjà pour Stellantis Motorsport l'année dernière le WRC2 avec Johan Rossel et Léo Rossel. Et le programme basculant sur Lancia, on a été consulté, un appel d'offres, on va dire classique, appel d'offres qu'on a remporté. Et du coup, maintenant, c'est nous qui faisons l'exploitation de ces mythiques Lancia en WRC2. Et ce sont des gens que tu connais bien, hein, c'est quand même nombre de têtes bien connues de Citroën Sport qui ont basculé chez Lancia. Hein. Alors, ils n'ont pas directement basculé. En fait, ils sont chez Stellantis Motorsport. Stellantis Motorsport possédant Lancia, Peugeot, Citroën et bien d'autres marques. En fait, les têtes restent les mêmes, seule la marque de la voiture change. Avec Stellantis, justement, sur ces divers programmes, tu nous l'as dit, tu travailles pas au niveau du développement, mais est-ce que tes structures sont également présentes lors des réglages, lors des essais qui sont si importants en rallye ? Alors oui, nos ingénieurs participent aux séances de développement, non pas pour faire les choses, mais pour voir ce qui a été fait, comprendre et comment après les peaufiner au mieux par la suite en ayant tous les tenants et les aboutissants. Si on ne participait pas aux séances de dev, on serait forcément un petit peu moins performant. Donc ça vous laisse d'éventuels plans B en course, je suppose, revenir à une solution initiale en fonction de l'évolution des terrains. La semaine passée dans Motors, j'ai fait un comparatif Ypsilon par rapport à la C3, dans lequel je précisais une différence de philosophie. La Lancia étant un peu un 2.0 chez Stellantis Motorsport, contrairement à C3, qui étaient les premières générations. C3 est né d'ailleurs sous l'appellation R5 à l'époque. Voilà, exactement. En fait, on ne fait, le règlement Rallye 2 étant très restrictif, on ne fait que apporter des points de détail par rapport à la version précédente de la voiture, en peaufinant tout ce qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Les nouvelles technologies nous apprennent des choses, et la Lancia est une belle évolution de la C3 qui lui permet d'être encore un petit peu plus rapide, un peu plus performante face à l'adversité. Alors, j'évoquais justement dans ce comparo, notamment la gestion du poids si critique en rallye, avec cette philosophie de ballast actif, une voiture certes plus longue, légèrement, que la C3, mais avec un empattement plus réduit de 17 mm. C'est devenu un levier majeur aujourd'hui, c'est ce qu'on voit notamment chez Toyota avec la Yaris en rallye 1. Hein. Alors oui, le poids, la chasse au poids de manière à être plus léger possible et de pouvoir effectivement ballaster la voiture comme on en a envie et comme on en a besoin en fonction des terrains, c'est une des clés de la réussite, parce qu'une fois de plus, le règlement étant tellement restrictif qu'il est très difficile aujourd'hui de faire une Rallye 2 meilleure qu'une autre. Donc après on peaufine la somme des détails pour gagner les centièmes, les dixièmes qui nous permettent d'être un peu plus rapide ou de mieux gérer notre usure de pneus, de mettre le pilote plus en confiance, et c'est une des clés actuelles du succès, oui. Est-ce qu'on peut dire que la Lancia Ypsilon, c'est la C3 avec 8 ans de recul de data et de ressenti ? Alors oui, on peut dire ça parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont communes entre la C3 et la Lancia. Donc ils ont gardé tout ce qu'il y avait de proche de la perfection de la C3 en améliorant tous les points qui étaient perfectibles sur la Lancia, sur la C3, en transposant ça sur une Lancia qui fait aujourd'hui une voiture aboutie et hyper performante.
Dernière dès le départ, question. puisqu'on a été performant dès le premier rallye. Oui, absolument. Dernière question, on l'a évoqué, on espérait te voir au moment des 1000 km de la Réunion 2025 pour des raisons d'accident liés au rallye de Saint-Joseph, ça n'a pas pu se faire. Est-ce que c'est dans les papiers de revenir faire un petit tour chez nous un de ces jours ? Alors oui, malheureusement, je voulais venir au prochain rallye, le rallye de Petite-Île, mais mon planning ne me le permet pas. Mais j'ai planifié de venir au dernier rallye du mois de décembre, parce que là, j'aurai fini la saison mondiale et métropole, donc je vais enfin avoir le plaisir de revenir à la Réunion, oui. Ben écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous de retour du CFR, c'était le Rhône le week-end passé, sur lequel on revient évidemment plus en détail dans cette édition de Motors. Au plaisir de te croiser très bientôt. Bye bye Bernard. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Venez profiter des promotions chez ODR D2SK Audio au Tampon. ODR D2SK Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2SK Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2SK Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors is back. Cette semaine dans Motors Décrypte, je vous propose le match qui tue la Toyota Yaris Rally 2 contre la Toyota Yaris Rally 1. Sur le papier, la différence entre une Toyota Rally 1 et une Rally 2 ne saute pas aux yeux immédiatement. On parle d'environ 370 chevaux pour la Rally 1 contre 290 pour la Rally 2, à peine 80 chevaux d'écart. C'est important, je vous le concède, mais rien de franchement délirant, rien en tout cas qui laisse imaginer un tel gouffre. Les deux voitures ont été conçues et construites par les tout-puissants ingénieurs de Gazoo Racing. Et pourtant, sur l'asphalte d'un rallye comme la Croatie, ces deux voitures ne jouent pas du tout dans la même dimension. Katsuta en Rally 1 est vainqueur de la manche malgré sa crevaison qui lui coûtait 1 minute 30, termine plus de 5 minutes devant le meilleur pilote Rally 2, Johan Rossel, après 300 km de course. Un écart moyen de 1,3 secondes au kill. Avant de revenir aux données techniques, je vous embarque inside, on monte à bord, direction les contreforts de Rijeka. Asphalte rapide, enchaînement fluide, quelques compressions, des portions littéralement à fond. On commence par un tour en Rally 2. Après les 100 mètres du départ, pédale soudée, le virage vous saute aux mirettes. Vous freinez fort mais propre. La voiture se déleste légèrement. Vous rentrez en courbe, vous laissez vivre l'arrière. Ça bouge certes, ça travaille. Le grip est ce qu'on appelle mécanique. Il vient uniquement des pneus du châssis. Des suspensions, pas d'aide extérieure, pas d'appui aérodynamique significatif. À l'apex, vous remettez les gaz, progressivement, il faut reconstruire la vitesse, chaque kilomètre-heure se mérite. Maintenant, même spécial, mais vous êtes cette fois dans le baquet d'une Rally 1. Freinage plus tardif, plus violent, mais la voiture ne bouge pas. Elle reste posée, stable, presque figée sur la route. Vous tournez le cerceau et là, la différence commence. Cette fois, on parle de grip aérodynamique. La voiture génère de l'appui avec l'air. Elle se plaque littéralement au sol. Et cet appui, aujourd'hui, est au maximum de ce que le règlement permet. Sur une Rally 1 moderne, les ouïes latérales ne sont pas là juste pour refroidir, non. Elles guident l'air, sculptent les flux autour de la voiture. Les rétroviseurs eux-mêmes sont dessinés comme des ailettes. Ce ne sont plus des accessoires, ce sont des éléments aérodynamiques. Chaque ouverture, chaque arête, chaque appendice a une fonction. À l'avant, autour des ailes, le long des flancs, à l'arrière, on retrouve des déflecteurs, des extensions, des volumes travaillés et évidemment du carbone partout. Résultat, ces voitures finissent par ressembler à des DTM des années 2000, des machines où l'air devient un matériau de performance. La Rally 1 ne glisse pas vraiment, elle s'appuie et cet appui augmente avec la vitesse. Plus vous allez vite, plus la voiture colle et surtout vous pouvez remettre les gaz beaucoup plus tôt. Résultat, à la sortie du virage, là où la Rally 2 est encore en train de se replacer, la Rally 1 est déjà pleine charge.
C'est ici que se fait la vraie différence. Pas en vitesse de pointe, non. Sur une spéciale comme en Croatie, une Rallye 1 atteint environ 200 km/h, une Rallye 2 autour de 190, 10 km/h d'écart à peine. Mais entre deux lignes droites, il y a des virages, beaucoup de virages. Et c'est là que la Rallye 1 change totalement l'équation. On passe aux data. Dans le jeu du 0 à 100 km/h, une Rallye 1 met environ 3 secondes 2, là où une Rallye 2 environ 4 secondes 5, soit environ 40% plus rapide pour la Rallye 1. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus important, bien que déjà conséquent. Le vrai chiffre clé, c'est la relance. En effet, des départs, il n'y en a qu'un par spécial. Dans l'exercice du 80 à 120 km/h, soit la classique sortie de courbe, une Rallye 1 met environ 2 secondes, alors que la Rallye 2 met environ 3 secondes. Une seconde d'écart sur une seule accélération. Multipliez ça par 20, 30 ou 40 virages dans une spéciale, et vous obtenez des écarts énormes. Typiquement 10 à 15 secondes sur 10 km, rien qu'en ce qui concerne la partie mise en charge. Si on veut un chiffre simple pour résumer cette différence, il y a le rapport poids-puissance. En ce qui concerne la réglementation FIA, une Rallye 1, c'est 1260 kg pour 370 chevaux environ, soit 3,4 kg par cheval. Une Rallye 2, c'est environ 1230 kg pour 290 chevaux, soit 4,2 kg par cheval. Dit autrement, chaque cheval d'une Rallye 1 a beaucoup moins de poids à déplacer. Et ça change tout à chaque accélération, à chaque relance, à chaque sortie de virage. Et puis il y a le freinage. Sur une Rallye 1, on freine plus tard, plus fort et surtout à la limite absolue. La voiture donne l'impression d'être imperturbable, posée, indestructible. Mais en réalité, elle est en permanence au bord de la rupture d'adhérence. Il suffit de rien. Un freinage un peu trop optimiste, comme on l'a vu chez Evans ou Neuville en Croatie, et la sanction tombe immédiatement. Pas de rappel à l'ordre, pas de deuxième chance. C'est bel et bien terminé. Même chose à la remise des gaz, un peu trop tôt, un peu trop confiant, avec des pneus pas dans la bonne fenêtre, comme Solberg par exemple en pneus durs, et la voiture vous rappelle brutalement que l'adhérence n'est jamais acquise. En Rallye 1, le droit à l'erreur n'existe plus, tout paraît propre, fluide, facile presque, mais on est très loin du gaming sur console. En réalité, les équipages roulent en permanence au maximum des tolérances physiques. Chaque freinage est un pari, chaque accélération un équilibre instable. Et puis il y a l'aérodynamique. Sur une Rallye 2, elle est quasi inexistante. Le grip reste purement mécanique, pneus, suspension, châssis, on l'a dit, et un petit aileron arrière quand même. Sur une Rallye 1, c'est une toute autre histoire. Un splitter avant, fond plat optimisé, énorme aileron arrière segmenté et tout un travail invisible sur les flux d'air. Concrètement, dans une courbe rapide, une Rallye 1 peut passer 15 à 25 km/h plus vite qu'une Rallye 2. C'est colossal. Là où la Rallye 2 doit lever légèrement, la Rallye 1 reste à fond. Là où la Rallye 2 subit la route, la Rallye 1 l'écrase. Et ça change tout dans la philosophie de pilotage. En Rallye 2, il faut lire la route, anticiper, gérer les transferts de masse, accepter que la voiture bouge, glisse, vive. C'est un pilotage organique, presque instinctif. En Rallye 1, on se rapproche presque du circuit. Trajectoire propre, freinage tardif, réaccélération ultra précoce. C'est un pilotage de précision millimétrée. Travaillé de concert évidemment avec une électronique digne d'un laboratoire roulant. Et pourtant, paradoxalement, la Rallye 1 d'aujourd'hui marque la fin d'une ère. On est en 2026, l'hybridation a disparu, les coûts sont sous pression et les constructeurs se font de plus en plus rares. La FIA prépare déjà la suite évidemment, moins d'aérodynamique, moins de complexité, des voitures plus proches des Rallye 2 avec peut-être le retour des programmes privés comme dans les années 2000. Autrement dit, la Rallye 1 actuelle, c'est un sommet technologique certes, mais c'est aussi une transition. Et c'est ça qui est fascinant avec la Toyota Yaris. Deux voitures, même silhouette, même constructeur, mêmes équipes de développement, mais deux philosophies opposées. La Rallye 1 impose sa loi à la physique, elle maximise chaque paramètre, chaque détail, chaque flux d'air. La Rallye 2, elle, repose sur un grip mécanique pur et demande davantage aux pilotes de faire la différence. Alors oui, sur le papier, il n'y a que 80 chevaux d'écart, mais en réalité, la Rallye 1 ne va pas beaucoup plus vite en ligne droite, elle va beaucoup plus vite partout ailleurs. Et c'est exactement pour ça que ce n'est pas juste une voiture plus rapide, c'est réellement une autre dimension. Motors, moto.
On passe à la moto à présent et nous sommes très heureux, ravis même, de recevoir dans le cadre de Motors Raphaël Payat, le Rafale, désormais pilote de S1 en championnat de France Super Motard. Et le week-end prochain, c'est déjà le kick-off de ce championnat auquel il participe pour la 5e année consécutive. Oui, c'est ça, bonjour tout le monde. Donc dans à peu près 5 jours, c'est la première manche du championnat de France pour moi. Donc voilà, j'ai hâte d'être là-bas ce week-end, de voir ce que ça donne. Donc après moi, voilà, je suis déjà un peu rodé, on va dire. Ouais, c'est ta deuxième saison en catégorie Rennes là. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ma deuxième saison, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a beaucoup de pilotes cette année comparé à l'année dernière. L'année dernière, on n'était pas beaucoup en S1, mais là, il y a un beau plateau cette année, donc non, ça va être cool et on verra ce que ça donne déjà la première et voilà. On revient sur ta carrière avec une arrivée en métropole avec le team 97-4-2-0 en 2020, première saison en championnat de France Super Motard et tu termines, c'est une saison courte hein, évidemment pour des raisons de Covid, également en 2021 avec notamment un premier podium dès ta première saison pleine en 2021. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en 2020, comme tu dis, c'était vraiment court encore à cause du Covid. Donc je fais 4e championnat à 1 point du 3e, donc je passe pas loin du podium. Donc voilà, et en 2021, pareil, premier podium de l'année, on va dire, et pour mon championnat de France. Donc je fais 3e, et voilà, franchement c'était une belle année, c'était vraiment ma première année, on va dire, en métropole. Donc non, c'était super quoi, avec les pilotes réunionnais et tout, on a appris beaucoup de choses. On avait Dylan Techer et Alexis Waro, hein, me semble-t-il. Hein. Dans le team, il y avait Alexis avec moi, pas Dylan. Mais il roulait en S1. Dylan roulait en S1. Ouais, il roulait en S1 chez TM. Donc voilà, Alexis était avec moi en S2, en 250. Donc non, voilà, on a fait une belle année. Lui, il fait 2, moi je fais 3. Donc on était tous les deux sur le podium dans le team. Avec il faut le noter, ta première victoire de manche dès ta première saison, c'était à Villars-sous-Écot, me semble-t-il, en septembre 2020. C'est quand même gratifiant, tu débarques et tu manges une manche dès la première saison. Ouais, même moi j'y m'attendais pas du tout. Je savais que j'étais bien quand même tout le long du week-end à Villars. Et franchement, je m'attendais pas du tout. J'ai fait un bon départ, j'étais dans le top 5. Et là, j'ai réussi à prendre la tête de la course. Et franchement, je l'ai mené toute la manche et je le gagne quoi. Donc franchement, je m'y attendais pas du tout parce que ça roulait très vite quoi. Donc non, franchement, j'étais très content et voilà quoi. On continue de monter en puissance avec le titre de vice-champion en 2022 et vice-champion en 2023. Derrière toujours ce diable d'Alexis O'Haro, mais ça se rapproche et ça joue de plus en plus. Ouais, franchement, 2022-2023, c'était 2 années qui se ressemblaient un peu. C'était 2 années que, en début de championnat, j'avais des petits problèmes mécaniques où j'avais quelque chose qui allait pas. Au début du championnat, donc j'arrivais pas à montrer ce que je pouvais faire dès le début. Donc je revenais à la fin, donc c'est ça qui me pêchait un petit peu. Donc voilà, je fais 2 fois vice-champion 2022-2023. Champion en 2024, voilà. le Graal, c'était dans cette catégorie S2, le Graal en 2024 avec le titre de champion. Exactement, 2024 champion de France S2, donc moi j'ai dit, de base je voulais passer en S1 directement en 2024, mais j'ai dit à papa, au moins cette année, moi en 2024 je vais avoir le titre, donc j'ai bossé pour et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc non, franchement en 2024 c'était une grosse année, grosse prépa, donc voilà, j'ai réussi à le faire quoi.
Papa, c'est évidemment Patrice Payette, ancien président de la Ligue Moto de La Réunion. 2025, c'est le passage chez les grands. En S1, tu l'avais déjà tâté du guidon à l'occasion du Super Motard Magma à Saint-Paul, fin 2024 de mémoire. Tu étais déjà passé sur les grosses bécanes. Championnat 2025, donc... en championnat de France, donc rookie dans la catégorie Rennes. À noter que tu as cette particularité d'être le seul et unique pilote évoluant en gaz-gaz d'ailleurs. Tu termines 4e pour ta première saison en championnat S1. C'est un championnat solide pour le moins. Ouais, franchement, moi je visais juste le top 5. J'ai juste le top 5 en S1. Et quand j'ai fait la première manche, je voyais que j'étais capable de rouler devant avec les autres. C'était à Val d'Argenton, où tu terminais 7e du meeting, tu termines 10e. 10e dans la première course à 41 secondes de la tête de course, mais 6e dans la deuxième à seulement 28 secondes du vainqueur. C'est pas grand chose, moins de 30 secondes. Non, c'était pas grand chose. Le chrono, je fais 5. J'ai fait 5. À la première manche, j'ai une petite chute, du coup, j'ai pas vu du temps. J'ai fait 10. Et deuxième manche, je fais 6. Donc, franchement, je me sentais très bien. Et après, à la deuxième manche, à Villars, là, c'est P4 sur le meeting. Deuxième place dans la première manche à seulement 1 seconde 8 du vainqueur et P4 dans la deuxième course. C'était une course super solide à Villars-sous-Écaux. C'était vraiment solide avec une belle bagarre avec Sylvain Bidard en première manche. Donc non, franchement, c'était vraiment costaud, quoi. Donc, néanmoins, le meilleur classement de la saison, c'est à Juvincourt, 4e course. 3e et tu montes sur le podium de la journée avec une P8 sur la première course, mais à nouveau une deuxième place lors de la deuxième manche. Toi qui avais, tu disais, pour objectif de jouer top 5, on est dans le game d'emblée. Ouais, c'est ça, donc encore une fois j'étais assez surpris. Donc en plus il a plu à ce moment-là, c'est des conditions que j'aime beaucoup, la pluie. Donc non, je fais 3 au chrono, je fais 6 à la première manche et 2 en deuxième manche. Donc non, franchement j'étais content. Et 3e à la journée, franchement j'étais... Premier podium, c'est toujours marquant. On le disait, tu vas partir, donc si on résume l'ensemble de la saison, 6 courses l'an passé, P7 lors de la première, P4 sur la deuxième, puis P5, P3, donc le podium dont on vient de parler à Juvincourt, P5 et P4, tu es très largement dans tes objectifs de saison. Cette année, tu le sais, on dit toujours, il y a une année pour apprendre et une année pour gagner. Vu le niveau qu'il y a en championnat de France Super Motard, il faudrait peut-être 2 saisons pour apprendre et 1 saison pour gagner le championnat. Néanmoins, là, cette saison, très clairement, c'est la victoire de meeting à un moment ou à un autre au cours de cette saison. Oui, c'est sûr. Donc non, la première saison, c'est une saison d'apprentissage, on va le dire. Donc voilà, j'apprends la moto, j'apprends la catégorie. Donc c'est des nouveaux adversaires aussi. Donc voilà quoi. En plus j'ai joué en KTM l'année dernière aussi. C'était une nouvelle moto avec un team italien, donc VM Racing. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et non, franchement, je suis super content du résultat que j'ai fait. Donc là, 2026, voilà, ça progresse tout le monde. Donc moi aussi, j'ai progressé. Et voilà, je vais faire de mon mieux pour faire un top 3. Moi, je vise un top 3 au championnat. Les aventures. Voilà, donc non, franchement, on verra bien ce que ça donne, quoi. Tu roules dans quelle structure là cette année? C'est quoi l'environnement technique? Dans le team de mon père, le team 7420. On roule sur quelle machine là? Voilà, avec VM Racing, voilà, en partenariat avec VM Racing, parce que VM Racing, lui, il me fournit la moto. Ouais. Et moi, je suis sur la structure de mon père. Bon, donc c'est des rouages qui fonctionnent naturellement. Cette année est une saison particulière avec la dernière manche du championnat de France qui se jouera à domicile pour toi, à La Réunion. Alors, c'est une pression supplémentaire ou c'est un engouement supplémentaire? Est-ce que déjà tu y penses à ça? Non, c'est pas une pression. Moi, je suis totalement content de le faire parce que c'est ma première pour moi, on va dire, faire une finale à La Réunion.
en championnat de France. Donc non, ça, je ne mets pas de pression. Je vais me dire que c'est comme si que je fais une course en métropole. Donc je serais très content de retrouver tout le monde, de leur montrer c'est quoi le plateau français 2026. Donc voilà quoi, je suis totalement content et pressé d'y être. Donc voilà quoi. Tu le disais tout à l'heure, avec un plateau S1 qui est pour le moins fourni, on notera que la présence réunionnaise est toujours marquée, hein, avec certains pilotes sous les couleurs de la PSC de Ravilly, toi réunionnais de souche. Est-ce que le championnat de France ne serait pas en train de prendre des couleurs réunionnaises beaucoup plus marquées là? Si, il y a de plus en plus de Réunionnais qui roulent au championnat de France. Il y a Quentin Prunière qui a fait des apparitions également régulièrement. Ouais, il y a Quentin Prunière, il y a Dylan, il y a Alexis, il y a Mathieu Grossillon. Non, franchement, il y a beaucoup de Réunionnais qui sont venus. Donc j'espère retrouver quelques pilotes de la Réunion à la finale. Ouais, il y a normalement un top 5 réunionnais qui devrait être aligné à vos côtés dans la catégorie Rennes. Ouais, on devrait avoir de la wild card. On démarre cette saison donc le week-end prochain. Je l'ai dit, ça va être un gros moment. C'est la rentrée des classes, très clairement. On est à nouveau à Val d'Argenton. On se dit quoi? On se dit Val d'Argenton pour se placer et reprendre ses automatismes. Et puis Villars-sous-Écault, qui est une course traditionnellement qui te réussit, c'est là où on va jouer le coup pour tenter la première victoire de manche? Après, cette année, ça a changé le calendrier. Ouais. C'est plus Villars la deuxième manche du championnat, c'est à Loyac, je crois. Ouais, en Bretagne. Loyac, en Bretagne. Donc moi, je fais la première manche au Val d'Argenton, mais je ne serai pas présent à Loyac. Parce qu'il y a une manche du championnat du monde en même temps à Busca en Italie. Ouais. Donc moi je privilégie le mondial. Donc non, franchement là. Ouais, Villars, mais tu vas pas y couper, hein, mon Raph. Villars-sous-Écault reste au calendrier. Tu y couperas pas. Ce sera le 6e rendez-vous de la saison, mi-septembre, hein, c'est ça. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, comme je disais, c'est pas la deuxième manche du championnat de cette année, quoi. Donc, ça a changé, c'est pas comme l'année dernière. Ouais, il sera toujours au calendrier, mais ça sera la 6e manche du championnat, quoi. L'avant-dernière manche, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, non, j'ai bien compris. Bon, écoute, ça va être dur que de tenir un podium championnat avec cette absence déjà programmée du côté de l'OEAC. C'est un choix de carrière, là, que tu as fait délibérément? Ouais, non. Après, je sais bien que les points du mondial, ils se rabattent sur le championnat du France à la fin du championnat. Donc c'est à moi de rouler intelligemment, de faire les choses bien et de marquer le plus de points, quoi. Écoute, on te souhaite le meilleur pour cette saison et pour ne rien cacher, on va suivre évidemment la discipline tout au long de l'année. Et évidemment, en point d'orgue, le rendez-vous réunionnais 21 et 22 novembre prochain. Très bonne journée, monsieur le Rafale. Merci beaucoup Vincent. Bye bye. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, Rallye. On reçoit avec plaisir cette semaine Hugo Chauvineau, concurrent engagé en F2013, qui finalement a fait son arrivée à la compétition directement que très récemment, bien qu'il ait voyagé de très nombreux kilomètres dans les cacahuètes de papa, quand papa Richard faisait lui-même de la compète. Bienvenue Hugo. Écoute, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir et
et on va faire un bon celebrating sur cette émission. Voilà, on va démarrer par le rallye qui te concerne toi directement. Il s'agit du rallye à La Réunion avec notamment du F2013 en ce qui te concerne, avec une voiture qui a énormément évolué entre 2024 et 2025. Avec un résultat en fin de saison, 22 temps scratch pour votre équipage dans la catégorie F2013, le plus proche étant Barret, avec 8 temps scratch devant Levener 7, O'Haro 4 temps scratch, et ensuite les 4 autres qui ont chacun aligné de la perf. Donc très clairement, en F2013, aujourd'hui, vous êtes l'équipage à battre. Tour auto, 5 temps scratch. Ronde de l'Est, 11, c'est le meilleur résultat. Rallye de Saint-Joseph, 6 temps scratch dans la catégorie. Exactement, oui, je crois que c'est un peu ça. On a commencé au tour auto. Malheureusement, on a abandonné. Mais c'est vrai qu'on était parti sur une belle lancée, quoi. Bon, cette voiture, je le disais, en filigrane, a énormément évolué, notamment lors du Gap 2024-2025, où tu as pris les commandes directement. Auparavant, on se partageait souvent le cerceau entre papa et toi, un coup pilote, un coup copilote. Maintenant, la donne est claire, hein, c'est toi au volant. Exactement, donc en fait, on a fait le tour auto, on s'est partagé le volant, la ronde de l'Est, on s'est partagé le volant. À Saint-Joseph, c'était prévu de se partager le volant, et en fait, après les résultats de la première étape, quand je suis resté au volant toute la première étape, parce que c'est la première fois qu'on faisait de telle sorte, et j'ai papa qui me dit écoute, on était 9e ou 10e je crois pour le lendemain, reste au volant, quoi, ça fonctionne très bien. Donc je suis resté au volant, et je crois qu'on a fait que des 9e temps scratch, ou peut-être un 10e temps scratch, mais sinon on rentrait systématiquement dans le top 9 en tout cas. Donc ça veut dire que ça fonctionnait bien de telle sorte, quoi. L'élève a dépassé le maître, et pour tout te dire, Richard Chauvineau, papa, nous disait très régulièrement, hein, oui, on se partage le volant, mais de toute façon, Hugo est plus rapide que moi. Oui, c'est ce qu'il disait. Après, j'ai pris énormément sur lui. Hein. De toute façon, j'ai été formaté, programmé par mon père, dans tous les cas, vu que c'était pratiquement mon seul copilote. J'ai eu un copilote sur un rallye, mon tout premier rallye, qui était son ancien copilote, et puis après on a roulé ensemble. Donc du coup, c'est vrai que je partage avec lui tous les points communs, ma notion de pilotage, ma notion de prise de notes, même ma technicité, parce que je travaille au garage et j'ai été formé par mon père. Donc c'est vraiment un mini lui, un jeune lui, on va dire, pas un mini mais un jeune lui. Bon, c'est ça qui est finalement le plus sympa dans votre aventure rallyistique. On le sait, à La Réunion, on aime ça le rallye bien sûr, mais ça reste une discipline amateur. C'est pas ça qui fait vivre, loin s'en faut. Mais vous partagez l'habitacle père-fils. C'est un truc qui est vraiment très particulier. On s'échange des trucs et on a vraiment un rapport privilégié à ce moment-là. Et une confiance totale. Écoute, honnêtement, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent avoir un rapport et une osmose comme j'ai avec mon père. Comme je dis toujours, on a cette chance d'avoir dans l'habitacle père et fils, d'une part. Ensuite, on a 2 pilotes, parce que je suis pilote et il est pilote de base. On a 2 copilotes, j'ai été aussi copilote. On a 2 techniciens en mécanique. Donc en fait, on a une espèce d'osmose qui est vraiment exceptionnelle, c'est vraiment incroyable, parce que sur tous les plans, on se comprend, et en fait, le moindre doute, que ce soit dans du pointage, que ce soit dans de la mécanique, ou que ce soit dans une notion de pilotage, en fait, on se concerte l'un et l'autre, et on met tout ce qu'il faut bout à bout, quoi. Alors je le disais, la catégorie F2013 est traditionnellement une des plus fournies sur nos plateaux locaux. Vous avez une voiture qui a énormément évolué. Vous avez commencé gentiment, timidement. On était quasi stock, hein, pour tout dire. On était équivalent N2, N2+, avec votre voiture. Et puis c'est monté en gamme petit à petit. Aujourd'hui, vous avez un bel outil, hein. Oui, tout à fait. Quand on a pris le véhicule, c'était une Excellence. Hein. Donc, il faut savoir que c'est une Excellence, je crois, de 2004. Elle est 2004, la voiture. Donc, elle a un peu plus de 20 ans, 22 ans maintenant. Qui était engagée en A6. Donc, il y avait une boîte... moi, quand j'ai roulé, on avait mis une boîte synchro et tout, de challenge. Donc, vraiment, boîte 5 vitesses, même pas de challenge, boîte 5. Donc, oui, c'était une petite. C'était vraiment une toute petite. Et puis, en fait, on a fait évoluer le véhicule au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que ça correspondait à notre budget. On n'avait pas le budget pour acheter un nouveau véhicule d'un coup. Bien que si là on met tout mis bout à bout chaque Evo, et après vraiment chaque pièce qu'on a évolué et tout, je pense qu'on aurait pu acheter une grosse, mais c'est vrai qu'en tout cas les frais ont été dispatchés sur une longue période, hein, vu qu'on a eu la voiture en 2019, tu vois, on est en 2026, donc ça fait 7 ans d'évolution où chaque année on met quelque chose de plus, et on arrive au résultat actuel, quoi.
Aujourd'hui, l'objectif pour cette saison 2026, ça va être quoi? Ça va être un calendrier plein, ça va être un engagement sur toutes les épreuves qui seront effectivement maintenues. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Écoute, l'objectif aujourd'hui, c'était effectivement de faire tout le calendrier, ou en tout cas de faire les plus grandes courses. C'est ça l'objectif, c'est d'essayer de faire un beau résultat au championnat. Je pense qu'on a une pointe de vitesse suffisante pour, en tout cas pour faire des beaux résultats, même en deux roues motrices, même en FRC4, malgré qu'on a quand même un gros delta de puissance sur les différents véhicules devant nous. Donc on va essayer de faire un bon résultat. C'est un peu l'objectif, on va essayer de s'aligner sur tout. Si les partenaires nous suivent, en tout cas pour l'instant on a une bonne lancée. Je tiens aussi à les remercier. On a une bonne équipe aussi, donc l'objectif c'est de se faire plaisir, de faire des beaux résultats. Et un objectif performance, je reste au volant. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette année. Kick-off réunionnais programmé les 2 et 3 mai prochains, ce qui veut dire que le week-end qui va arriver sera dédié aux reconnaissances, ce qui sous-tend que forcément vous êtes en train de travailler plein pot sur la voiture à l'heure actuelle. Exactement, c'est vrai qu'on est à fond dessus. Il faut essayer d'allier ça et le travail en même temps, donc c'est pas simple. Mais bon, c'est le cas de tout le monde, je pense. Après, on a la chance d'être dans un garage, donc dès qu'on a un petit temps libre, on saute sur la voiture directement. On n'a pas besoin de rentrer chez nous pour faire ça. Il y a pas mal de petites choses effectivement à voir en permanence. Ça reste une voiture de rallye, il y a des frais, il y a des entretiens, il y a de la révision, il y a du contrôle, et on tombe toujours sur des choses à faire. En fait, c'est systématique. Donc là, on est en plein dessus et on essaie de fiabiliser au mieux le véhicule pour le kick-off, pour la reprise. Sachant que c'est une F2000, donc c'est vrai que tout sur ce véhicule est fait maison, que ce soit les supports moteurs, que ce soit les adaptations de pièces les unes avec les autres, vraiment les cartographies, tout est fait localement et pays. Donc il y a vraiment du contrôle et il faut être très méticuleux, quoi. La prochaine étape logique, en dehors d'un changement de voiture et d'une montée en gamme, évidemment, en ce qui vous concerne, Richard et toi-même au volant, est-ce que de temps en temps, ça chatouille pas un petit peu quand même une potentielle, éventuelle finale de Coupe de France des rallyes? Complètement. Je pense que c'est le rêve de tout pilote, en tout cas qui partage cette passion pleinement, en tout cas. Briller et même juste participer en championnat de France, je pense que c'est un peu le Graal pour tout Réunionnais, donc non, c'est l'objectif. Après, c'est vrai que c'est un budget, je préfère garder pour le moment ce budget pour faire des beaux résultats à La Réunion et en fait continuer d'évoluer localement, parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire, on est encore très loin, on est une petite catégorie, il y a de quoi évoluer par la suite. Et puis si un jour, si un jour on a les moyens de le faire et qu'on peut se le permettre, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça ferait la cerise sur le gâteau en tout cas. Merci à toi Hugo, rendez-vous sur le rallye de Petite-Île 2 et 3 mai prochains. Je te remercie, à très bientôt, bye bye. Motors, le programme. Ce week-end, certaines séries particulièrement attendues font leur grand retour et autant dire que ça ne revient pas vraiment pour faire de la figuration. Motors. Le MotoGP revient enfin après une pause imposée par l'actualité géopolitique au Moyen-Orient. Direction le circuit de Jerez en Espagne pour la 4e manche de la saison. Tout démarre vendredi avec les FP1 à 10h45 locales, soit à 12h45 heure de la Réunion. Les qualifs samedi aux mêmes horaires et la sprint toujours samedi à 15h locale, soit à 17h heure de la Réunion. Enfin la course dimanche à 14h locale, soit à 16h à la Réunion pour 25 tours et 110 km. 13 virages à Jerez, 2 lignes droites de 600 mètres. Autant dire qu'ici la puissance ne suffira pas. Le pilotage se fera avec une grosse différence en sortie de courbe. Marco Bezzecchi arrive en leader avec 81 points et 3 victoires consécutives devant Jorge Martin, moins 4 et Pedro Acosta à 21 points. Marc Marquez, notez-le, est P5 seulement déjà à 36 points alors que l'on a confirmé le forfait de Maverick Viñales. Motors. 15e round du Yamaha Supercross Championship au Lincoln Financial Field de Philadelphie. En 450, duel tendu entre Hunter Lawrence et Kern Rogzen, séparés par un seul petit point. Ça va être chaud. En 250 conférences Est, 9e manche de la série, et Cole Davis peut déjà conclure sa saison. Motors. Coup d'envoi du championnat de France de supermotard à Val d'Argenton dans les Deux-Sèvres, à une trentaine de kilomètres de Cholet et de l'autoroute A87. Au programme course, stunt
et public au rendez-vous. Val d'Argenton, ça tourne dans le sens horaire avec un pif-paf, 8 virulos à droite et 4 à gauche pour l'asphalte, pour 300 mètres sur la terre, soit 23% du tracé qui comporte 5 obstacles, 5 virages à gauche et 5 virages à droite. Avec notamment Raphaël Payette à suivre en S1, entrée à 20 € pour le week-end et 15 € pour le seul dimanche. Deux courses au menu S1 avec 15 minutes pour la première et 20 minutes pour la deuxième, respectivement à 14h30 puis 17h30 locale, soit à 16h30 et 19h30 heure Réunion. Motors. Sur la scène locale, deuxième manche du championnat mountain-bike de la saison. Rendez-vous sur le circuit de la Jamaïque ce dimanche, accès libre, ambiance garantie, restauration sur place comme d'hab et un championnat qui se met tout gentiment en place. C'est la seule série sport mécanique de ce week-end à La Réunion. Motors. Et puis kick-off avec le Dutch Tourenwagen Masters, oui vous aurez compris le DTM, mais en Autriche pour l'ouverture de saison au Red Bull Ring, l'ex a un ring, un tracé rapide, vallonné et des contacts permanents, ça va sweeper menu. Motors. Enfin une de nos séries préférées avec le World Rally Championship qui enchaîne aux îles Canaries pour son 5e rendez-vous de l'année, 2 semaines tout juste après la Croatie. Au menu 300 km de spécial, 18 épreuves chronométrées, de l'asphalte volcanique rapide et particulièrement exigeant. On notera sur cette manche le retour de Sébastien Ogier. La gestion des pneus y sera évidemment cruciale avec la chaleur attendue et des crevaisons toujours possibles sur des pneus stressés à l'extrême. Départ jeudi avec une spéciale Mickey Mouse le soir avant le gros de la course à partir du vendredi matin. Attention, décalage de 3 heures avec la Réunion et 1 heure entre les Canaries et l'Europe. Voilà, c'en est terminé pour Motors. Un week-end encore très dense à venir et ce n'est clairement pas en train de ralentir. Prochaine échéance majeure, le coup d'envoi du championnat de la Réunion des rallyes. Au dernier pointage, 62 équipages engagés, VMRS compris. Ça n'est pas beaucoup. Un plateau néanmoins solide et surtout quelques nouveautés qui attirent déjà les regards, avec notamment 2 Citroën C3 Rallye 2, fraîchement arrivés sur le tarmac de Gilo le week-end passé. La blanche pour Nazim Bangui, la rouge, ex-Sébastien Loeb Racing pour Jonathan Lopp, qui ne prendra donc pas la C3 mauricienne. Autant dire que le niveau monte encore d'un cran. La semaine prochaine, émission spéciale évidemment, avec un focus complet sur le kick-off des 2 et 3 mai. A très vite pour la suite.